Salut Salut Philippe. Joselito. Ah, je sais, j'ai gagné cette fois. Ah, ah, ah. Franchement, t'as vu, les vieux, ça va plus vite des fois. Euh, Qu'est-ce que t'as je suis- foutu cette semaine? Ah ouais, cette semaine, un truc de fou, j'ai pensé à toi. J'ai une pensée émue pour toi, parce que presque jour pour jour, figure-toi que j'ai travaillé sur les SKU. J'ai bossé sur les SKU. Non Monsieur mais c'est fait un du gag. e-commerce. Monsieur fait du e-commerce, et d'un seul coup, monsieur fait du e-commerce, et monsieur veut faire causer un ERP avec un Shopify. Quelle ambition. Attention. Et résultat des courses, évidemment, on engage un prestataire, on lui explique le truc, on lui dit de quoi on a besoin. Le gars dit, il n'y a pas de problème les mecs, je vais vous faire ça, c'est facile, je l'ai déjà fait pour plusieurs e-commerçants. Et puis d'un seul coup, il dit, mais comment vous gérez les stocks? Bah, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ok, bon. Alors, je vais modifier un peu mon API pour que ça matche bien avec votre façon de ne pas gérer les stocks. Ok, super. Et donc, alors, faut bien imaginer que hier, enfin, cette semaine, je me retrouve à appeler nos amis de chez Trustpilot et je leur dis, ouais, putain, j'ai un truc qui déconne grave. Mes avis clients correspondent pas. Les produits et les avis, ça matche pas. Il me dit, ouais, c'est normal. Il y a eu un changement de SKU. Ah d'accord. Je dis bah c'est pas grave, je vais modifier un paramétrage. Il me dit non mais c'est bon, tu peux mettre les nouveaux SKU et tes anciens SKU ensemble et ça va matcher. Ça demande un petit peu plus de travail mais ça match. Alors je fais tout le travail consciencieusement, je fais tout matcher, je suis content. Et là, hier, allô, ouais, c'est l'intégrateur de l'ERP, ouais, non, mais il y a un problème. Pourquoi? Bah parce que vous avez des SKU sur votre Shopify et vous avez des SKU sur votre Sage. Ah merde. Bon, je prends lesquels? Bah Alors, peut-être c'est que Sage le RP ou il y a encore un troisième outil non, non, c'est Sage le RP, pardon. Je dis Ouf, bah écoute, ouf. je dis bah on va prendre ce le RP, ça me Faire une paraît table quand de même matching. plus malin que ça match et alors il me dit bon d'accord. Donc résultat, j'ai pensé à toi parce que j'ai à Et nouveau le des Google SKU. Shopping dans tout cas, dans tout ça. Ah non, alors, et là, j'ai mon partner of crime qui me dit, mais Joselito, ce qu'on va faire là, je lui dis, tiens, c'est marrant, c'est encore une fois un prestataire externe qui prend une décision importante à notre place. Donc, Mhm. un coup, c'est Trustpilot qui Mais décide de c'est un tes lifestyle, hein. SKU. C'est un lifestyle. Et là, il me dit, mais c'est au bout d'un an. Ce qui était, rappelons-le, hein, ce qui était il y a un an une question qui n'était pas du tout essentielle et primordiale, pour de bonnes raisons en fait. Et là, il me dit, mais il va pas y avoir un peu d'effet de bord avec Google et tout ça? Si, si. Mhm. Et qu'est-ce qu'on va On a fait faire? un podcast il y a un an sur le sujet des effets de bord des migrations. Euh, alors, un truc que j'ai vraiment, sur lequel j'ai vraiment progressé, je pense, ces 2 dernières années, et en particulier grâce à toi, mais pas que, c'est prendre des décisions à la place des clients. Ou en tout cas, trouver le bon équilibre. À quel point je les pousse à réfléchir et à quel point je prends la décision pour eux. Et avant, je faisais que pousser à réfléchir. Peut-être pas au tout début, mais après, je me suis vraiment orienté vers ça. Mais à la fin, ils en ont marre quand même, ils chouinent un peu. Attends, je te paye, tu peux pas prendre 2-3 décisions à ma place quand même. D'ailleurs, on prépare une infographie bientôt qui sera qu'est-ce que vous outsourcez quand vous prenez un coach, quelle est la partie de votre cerveau que vous commencez à déléguer et quelle est la partie que vous gardez pour vous et pourquoi. Je pense que ça, c'est une infographie qui sera à faire. Mais en fait, et tu sais, c'est marrant parce que ça a eu l'impact en fait. Je me suis dit, il y a un an, on en parle avec Philippe. Et c'est une conversation qui, à ce moment-là, pour moi, n'est pas agréable. Parce que je me dis, merde, c'est important. Si Philippe me le dit, c'est que c'est important. S'il insiste, c'est que c'est très important. Maintenant, est-ce que je livre le combat tout de suite ou est-ce que j'attends? Or, à ce moment-là, il y a un an, j'étais en début de mission et je ne pouvais pas, pour plein de raisons en fait, je ne pouvais pas mener ce combat parce que je sentais qu'il était déjà hyper stratégique. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, je vois qu'aujourd'hui, un an après, c'est très marrant qu'au sein, chez ce client, on commence à me dire, ouais, attends, ça a quel impact? Ça y est, il y a la notion de, attends, 2 secondes, ce truc-là, ça a quel impact? Parce que tu en as parlé il y a un an, on t'a dit c'est pas important. Tu es revenu à la charge il y a 2 mois et on t'a dit ouais, c'est peut-être pas prioritaire. Et là, on est au bord de la falaise
il faut y aller, mais quel impact ça a? Et mon explication, c'était hier, donc c'était intéressant, je dis, mais ça, c'est pas grave en soi. On a reporté cette décision 3 ou 4 fois, c'est pas très grave. Par contre, toute l'information qu'on a collectée est perdue au fur et à mesure. On a perdu beaucoup d'informations. Voilà. Et c'est sur le pour ça chemin. que je suis plus chiant sur certains sujets que sur d'autres. Par exemple, sur les analytiques, je suis très chiant parce que c'est destructif. Tu sais que tu récupéreras pas. Sur d'autres choses, tu dis une décision, prenez plus de décisions. Une décision, on peut revenir en arrière. Là, j'ai les principes de, de leadership d'Amazon. Et justement, j'en ai deux pour toi. Donc, il y en a un, je sais plus où il est, qui dit tente des trucs, on peut toujours changer d'avis plus tard. Est-ce que c'est celui-là? Bon, anyway, il dit vas-y, tente des trucs, tu peux toujours revenir en arrière, les décisions, c'est pas grave. À côté de ça, il dit biais pour l'action. Voilà. La vitesse est importante dans le business, beaucoup de décisions sont réversibles et n'ont pas besoin d'être étudiées en détail en amont. Donc, on donne de la valeur à de la prise de risque calculée. Et attention, parce qu'on a tendance à se dire ok, on fait tout tête baissée. Dans le même bouquin, il t'explique qu'Amazon, c'est 1 an à l'avance la préparation des objectifs. D'accord. Donc tu vois, on n'a pas tous le même niveau à l'arrache. Donc un biais pour l'action, certes. À côté de ça, c'est insister sur les standards les plus élevés. Et enfin, celui sur lequel j'allais insister, avoir une colonne vertébrale, disagree, donc exprimer son désaccord et commit, s'engager. Les leaders sont obligés, on leur demande de challenger avec respect les décisions quand ils sont pas d'accord, même si c'est pas confortable, voire épuisant. Les leaders ont des convictions et sont tenaces. Les leaders ne font pas de compromis pour le principe de la cohésion sociale, sur l'autel de la cohésion sociale. Une fois qu'une décision est déterminée, ils s'impliquent, commit, ils s'y engagent à donf. Voilà le principe. Donc, ça m'a fait du bien aussi de ressortir ça parce qu'il y a cette tension quand même qui est le biais d'action, on y va, on prend des risques calculés. L'excellence, c'est pas parce qu'on prend des risques calculés qu'on fait tout à l'arrache. Et troisièmement, c'est pas parce que tout le monde est con qu'on laisse faire en mode bah non, je peux pas en parler maintenant parce que bon, non, t'as une colonne vertébrale et si tu sais que c'est de la merde, tu le dis. Alors, dans quelle organisation tu travailles, c'est toujours pareil. Eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont mis en place ces principes et ils embauchent que des gens et ils les virent pour que ces gens collent aux principes. Tu débarques, t'es prestataire externe, tu arrives dans une organisation qui n'a pas ce niveau d'exigence, etc., ou cette culture, et bah, tu dois aussi composer, être un peu plus stratégique et parfois laisser déclencher des erreurs en sachant que ça va y aller. Et on a fait un épisode la semaine dernière sur Je te l'avais bien dit. Bah, le Je te l'avais bien dit, il sert presque à rien en fait. Ce qui compte, c'est dire ok, regardez, il va se passer ça, et puis après ça se passe. Comme dirait Oussama, alors là on n'est pas si haut, mais un leader c'est aussi quelqu'un qui a montré que quand il fait une prédiction, la plupart du temps il a raison. Et parfois il faut que ça plante 3, 4, 5 fois avant qu'on commence à se faire confiance. Mais finalement, tu vois, là où plus jeune, je faisais preuve de beaucoup d'impatience, d'agacement, voire de colère. Enfin, colère. Voire d'insulte. On en parlait il y a 2 jours avec ma femme qui me dit mais j'ai vu Joselito balancer des claviers et des ordinateurs à travers la pièce. Et quand il dit plus jeune, c'était il y a 3 ans. Enfin, non, c'était vraiment beaucoup plus jeune. Les claviers, oui, mais impatience et colère, c'était... C'était la semaine dernière. J'ai pas perdu. Voilà. Non, ça, j'ai pas perdu. Je suis toujours. Mais en fait, je l'ai tourné autrement. C'est-à-dire que quand je m'agace, je me dis ok, je vais juste te montrer comme les mômes. Mets pas les doigts dans la prise. Mais mon chéri, ça mets pas les doigts dans la prise. Mon chéri, mais vas-y, fais ce que tu as à faire. Et là, le gosse, il vient, il pleure et tout. Par contre, tu lui fais un câlin. Tu dis pas, je te l'avais dit, va au coin, t'es puni en plus. Non mais. C'est là que je suis un mauvais parent avec mes clients. Tu vois, mais c'est là où tu dis, bah, je te fais un câlin, je te rassure, je t'explique, je fais en sorte que tu imprimes la leçon et joue pas avec le feu, mets pas les doigts dans la prise. Et en fait, tu te rends compte que cette histoire de SKU, ça a été, je vous le dis une fois, je vous le dis 2 fois, je vous le dis 3 fois. Et là, c'est pas je te l'avais dit, c'est bon, je t'ai laissé faire ta connerie, néanmoins, j'ai déjà prévu l'étape suivante, par conséquent, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça va bien se passer. Mais donc ça, franchement, je le fais mieux. Mon journal de bord, on en reparlait dans le précédent épisode, mais c'est vraiment mon journal de bord qui m'a aidé à prendre conscience de la durée, du temps long et de ces petits moments là où je note toutes mes semaines en me disant bah, cette semaine, je devrais faire ça, où j'ai dit ça, où il y a eu machin.
Par contre, je lâche rien. Je veux dire, je suis une teigne, quoi. Je suis un pitbull, j'ai les dents à l'envers, quoi. Quand je t'attrape sur un sujet, et quand tu m'as parlé l'année dernière, parce que t'es pareil, quand tu m'as dit, non, mais vous voulez mesurer quoi? Vous gérez comment le stock? Le e-commerce, c'est de la logistique. Toi, tu es en mode pitbull, là. Tu as attrapé comme ça, tu as dit, vas-y, maintenant, plus tu vas tirer, plus ça va faire mal. Moi, j'ai pas fait mieux de l'autre côté. Par contre, j'ai donné du mou comme à la pêche, tu vois. Tu lâches, tu donnes du mou, tu ramènes, tu donnes du mou, tu ramènes. Et je Oui, trouve puis que. t'as pas d'adhésion si tu te casses pas un tout petit peu les dents toi-même. Ouais, et ça a été. Mais quand tu parles de tension, c'est marrant, hein, parce qu'on parlait de crise de la cinquantaine, de choses comme ça. Et j'étais ce matin au petit déjeuner euh, à dire, bah, on parlait de la retraite. Donc j'explique. Après vous avoir parlé de ma femme, non, je vous parlais de ma belle-mère. J'étais au petit déjeuner ce matin avec ma belle-mère, donc la mère de mon épouse, et elle me dit non, mais t'as 50 ans, tu vas bosser, il y a ta retraite. Je fais ah non, moi ma retraite à taux plein, c'est 74 ans. Elle me dit bah non, c'est pas possible. Et on a cette discussion, et elle me dit mais de toute façon, tu peux pas prévoir ta vie dans les 10 prochaines années. Comment c'est possible que tu dises de maintenant à dans 10 ans, je vais faire ça, 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 ça. Et il y a cette tension, ce que tu dis entre. Ah, c'est d'ailleurs c'était le sujet préféré de LinkedIn il y a 2 semaines. Hein, où vous voyez-vous dans 5 ans? Quelle question de merde, Anna. Mais, avoir une vision personnelle, ça existe. Et c'est Alors, pas ça inutile en fait. existe, mais je me rends compte que dans cette façon que j'ai de dire oui, je me mets des jalons à 10 ans, en disant bah voilà, je me donne comme jalon, dire bah dans 10 ans, je fais ça, j'en suis là, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, j'oublie et je gère à la semaine en fait, au mois, à la semaine, etc. On reparlera des rocks. Je me rends compte que j'ai l'impression que c'est une des difficultés quand tu es un dirigeant d'appréhender du temps long dans le business et en particulier pour le e-commerce. Je dis ça parce que ce matin, ma belle-mère Alors, me c'est dit marrant que tu me dises ça aussi parce que pareil, Amazon, s'il y a bien un truc qui est spécial chez Amazon, c'est le temps long. Oui, ta belle-mère te disait ce matin. bah, elle me dit mais José Lito, mais t'es un commerçant dans l'âme, ça fait 20 ans qu'elle me connaît, ma belle-mère, elle me dit mais le truc Et qui te elle fait s'y connaît en kiffer là, commerce. ça fait 20, elle s'y connaît en plus en commerce et elle me dit mais ça fait 20 ans que je te vois, mais toi t'es un commerçant, digital pas digital, fais du commerce, c'est là où tu t'éclates. Et je lui dis qu'est-ce qui est Eh oui. important? L'argent? Elle me dit non, on s'en fout. Elle me dit il faut que ton boulot ça soit juste épanouissant pour toi, et fais du commerce, il y a que ça qui a de la valeur, enfin Elle aura du c'est là où succès t'es sur bon. LinkedIn, ta belle-mère. Et ma belle-mère sur LinkedIn, mais ce serait un carnage. On devrait faire un podcast avec elle. Je vais essayer de l'embarquer pour qu'on fasse un épisode avec elle. Tu vas halluciner. Euh, D'ailleurs, je vais peut-être le faire depuis le lycée agricole du Puy-en-Velay. Tiens. Ça me ferait Essayer, plaisir. on va Parce que j'ai tenter été au quelque lycée chose comme ça. agricole, mais Bah pas au ouais. Puy-en-Velay. Et j'ai été au Puy-en-Velay, mais pas au lycée Oui, agricole. mais pas au lycée agricole. Donc voilà. Donc le temps long, je pense que c'est un des sujets aujourd'hui Ouais, et alors comment tu manages le risque et le temps long? bah, justement, je parlais de la crise de la cinquantaine, c'est assez marrant ce moment-là qui n'est pas une crise, donc qui n'existe pas, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste que je pense que tu arrives à un temps dans ta vie, c'est peut-être à 20 ans, hein, j'en sais rien, on s'en fout de l'âge, on va pas d'épiloguer. J'ai lancé là un post pour rigoler, genre ouais, j'ai 50 ans, je cherche un job, je suis mort et tout. Oh là là, il y a eu un déchaînement de oui, mais non, c'est dégueulasse, c'est Ouais, machin. réponds à la question, réponds à la question. Euh, le risque et le temps long, comment moi je le manage? Je ne sais pas si je le manage en fait. Toi ou pas, mais Je c'était juste une transition pour amener une réponse technique. je pense que le temps, j'essaie pas de le manager. Manager me donne l'impression, tu sais, Non, c'est le risque que tu manages. de contrôler. Ouais, Ok, c'est plus ça. est-ce que tu as une perception de ce qu'est le risque dans le temps long et de comment le risque. C'est le risque. Comment tu gères le risque dans du temps long? Puisque là, on parlait d'Amazon, qui est une Eh boîte ben, qui est vas-y, très forte sortons sur le temps long Ok, et qui des parle cadres. beaucoup de risques. Des cadres, retraite. J'ai 50 ans. Ouais. D'accord. J'ai 50 ans. J'ai eu une vie de zazou, donc résultat des courses, si je veux une retraite à taux plein en France aujourd'hui, il faut que je bosse jusqu'à 74 ou je sais pas quoi, donc c'est dead. Résultat des courses, j'ai un risque en me disant qu'est-ce que je fais? J'ai 50 ans, je plaque tout, je vais vivre sur une île, je prends mon backpack et je vais faire le tour du monde, et puis rien à foutre, on verra ce qui retombe. Option 2,
bon, j'ai une dizaine d'années ou 14 ans, je ne sais pas, 64 ans, j'en sais rien. Pendant 14 ans, je suis focus sur ma retraite. C'est-à-dire, est-ce que je passe les 14 prochaines années de ma vie à travailler de 64 jusqu'à ce que ça s'arrête, ou est-ce que je profite de la vie au jour le jour en me disant, mais ça peut s'arrêter demain matin? Comment je gère ce risque? Ma retraite, je fais quoi Tu avec dis ce risque, mais tu n'as pas décrit le risque. Donc là, je ne sais pas de quel risque tu parles. Je t'ai Alors, le entendu risque, parler d'un risque qui est mourir tôt et pas avoir profité. mourir avant Ça, la c'est un retraite, risque. cotiser Ça, pour c'est un rien. risque. Un Voilà. risque. Mais c'est pas Euh, du risque dont tu parlais à l'instant. Donc, de quel risque tu parles? J'ai pas compris. Risque 2, c'est me mettre dans l'objectif de les 10 prochaines années de ma vie. Je décide de me focaliser sur un truc qui est la retraite. Et par conséquent, je vais faire, je sais pas moi, salarié, machin, etc. Ou alors, je monte un e-commerce là demain matin. Et fuck la retraite, j'en ai pas besoin parce que je suis Ok. plein aux as. Et là, tu me décris des options, tu m'as pas décrit de risque. Ah, le risque, ben, c'est de prendre la mauvaise décision. Parce que ce Ah. qui nous Mais une mauvaise titille décision, c'est pas un systématiquement, c'est de risque. dire Une mauvaise décision, ah, c'est ben, ce qui fait que ton risque va se réaliser ou pas. Mais tu as toujours pas décrit vas-y. ton risque. Eh ben, tu vois, la difficulté, elle est là en fait. Et Alors, je vais te quand on donner une parle à nos citation clients, de Nassim quand, Taleb, tu vois, j'ai fait mes recherches avant. quand on Ouais. parle à nos clients, c'est ça le truc qui ne matche pas, c'est de dire je vais prendre une mauvaise, je risque de prendre une, en fait c'est ça, je risque de prendre une mauvaise décision. Ça, c'est pas un risque. Et ça c'est, mais Philippe, imagine, là je Et pense alors, qu'on c'est tient c'est parfait, tu vois, on a traîné un peu, on a déroulé, mais alors, c'est exactement là où j'allais aller, on donc est c'est dedans. parfait. Comment on gère le risque à long terme? Alors, déjà, on se rend compte que tu sais pas ce que c'est que le risque, entre guillemets. En tout cas, ça te paraît pas évident. Alors, ça me rappelle cette citation de Nicolas Taleb que j'ai trouvée il y a. Nassim Taleb, Nicolas Nassim Taleb, que j'ai trouvé il y a 5 minutes, enfin juste avant le call. Euh, Contrairement à un jeu bien défini et précis comme la roulette russe, où le risque est visible pour n'importe qui capable de multiplier et diviser par 6, la plupart des gens n'observent pas comment ça s'appelle? Le barillet de la réalité. Barillet, Ouais, c'est barillet, c'est ça? le baril, La ba- exactement. le, Là où tu mets les balles, dans le Là où tu mets les pistolet, balles dans un revolver. dans un revolver. Un C'est pas un pistolet chargeur revolver. automatique, c'est un pistolet avec un barillet Voilà. qui tourne. Et c'est Une, vrai que deux, je parle trois, souvent de quatre, la cinq, roulette six russe balles. parce que souvent sur des débats type Covid, je- ou je sais pas quoi, je leur dis ouais, bah, roulette russe, t'as 5 chances sur 6 de survivre. Hein. Donc tu vois, celui-là est facile. Il y en a plein d'autres qui sont difficiles. Et on va parler juste après de risques parce que je prends des risques et je voulais savoir à quel point je prenais des risques. J'avais envie de regarder le barillet de la réalité en face. Regarder le barillet de la réalité en face, c'est pas si facile à dire, il y a beaucoup d'allitération. Et donc, José Lito, c'est quoi le risque? Et tu vois, il dit on a du mal à voir le risque en face. Et on n'a tellement pas l'habitude que quand je te dis bah, c'est quoi le risque, t'arrives pas à me décrire ton risque. Ouais, clairement. Et donc, comment tu gères le risque dans la durée? Il y a une notion qui s'appelle en anglais expected value. Souvent, on la note EV, EV, et on va dire EV plus, EV moins, EV minus. Et en français, ça s'appelle l'espérance mathématique. Et ça correspond à la probabilité que quelque chose arrive et sa valeur. Et tu multiplies les deux et tu obtiens une espérance. Et évidemment, ça dépend du nombre de tirages. Et donc, Rappelons que si tu... Nicolas Taleb il est statisticien de mémoire, hein. Mhm. Et il Il a était été trader. aussi, surtout. Il a été trader, il est philosophe, il est essayiste, le signe noir, skin in the game, je sais plus lequel encore. Il n'arrête pas de se plaindre et de râler. Il arrête pas de se plaindre, de râler, Antifragile. c'est pour ça que je le kiffe. Antifragile, of course, merci. Full by randomness. Voilà, donc ok. Et il te dira il a non, mais beaucoup c'est travaillé pas des là-dessus. livres séparés, c'est tout le même livre et il s'appelle Inserto. Voilà, Certes, merci Nicolas. exactement. Donc, Lisez-le, Taleb. lisez-le. Non, oublions. Alors, IV plus, IV moins. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si tu prends beaucoup de décisions, mais que toutes ces décisions ont une espérance positive, ne serait-ce qu'un peu positive, et donc une espérance positive, ça veut dire que si tu multiplies la probabilité et la valeur, tu es dans le positif. Tu es un gain, tu n'es pas une perte. Donc si tu prends beaucoup de décisions de ce type, il y aura beaucoup de fautes, enfin il y aura beaucoup de pertes, il y aura beaucoup de gains, mais en moyenne, tu seras dans le plus. Sauf que, et Taleb est une des personnes qui te dit ouais attention, cette méthode de pensée elle est géniale mais elle marche pas. Pourquoi elle marche pas en vrai? Attends, pardon, je te break, désolé. C'est ce que nous avait présenté Oussama?
C'est un quand peu il disait différent. que quelqu'un qui Non, prend... Ah ok, voilà, c'est pour ça, je voulais préciser. mais c'est lié. Mais Ok. c'est quand même différent parce que Oussama dit juste prends plein de décisions. Parce que en fait, lui il va dire le plus gros risque dans certaines phases de la vie d'une entreprise, donc notamment la phase startup, le plus gros risque c'est juste de stagner. Et donc, comme disait le principe d'Amazon, la vitesse est importante. Euh, Mieux donc, vaut on un est pont plus qui marche là-dedans. qu'un intellectuel assis. Exactement. Et donc, voilà le mot que je cherchais. Donc, et Taleb te dit, alors c'est vrai, il y a ce système, mais il marche pas si bien que ça. Donc, il y a la notion d'ergodicité et de non-ergodicité, un nom extrêmement barbare. Et en gros, la logique est que, certes, si tu prends beaucoup de décisions EV+, en moyenne, à long terme, t'es bien. Sauf qu'il y a un système, on va parler de linéarité, c'est pas tout à fait le mot correct, ni la notion correcte, mais pour des gens comme nous, ça suffira. Et donc, l'idée étant que si tu te rates au début, du coup, ton capital à jouer, par exemple, va plus être le même. Et donc, tu as quand même des risques importants au début de ton jeu, on va dire, de ta période de longue durée. Et tu peux te retrouver à flinguer toutes tes possibilités, finalement, parce que tu as eu un échec tôt et un échec dur. Et donc là, ça ramène aussi vers la notion de risque, qui est encore une sorte de multiplication. Qu'est-ce que le risque ? J'ai quitté jeune une nana et je l'ai quitté tôt. Et ça m'a coûté cher et ça m'a pris longtemps pour m'y remettre, pour Alors, m'en remettre. tu l'aurais quitté tard, ça aurait été pire pour le coup. C'est pour le coup, ça, ouais, on est bien d'accord, ouais, je confirme. Ça match. Donc là, tu lis des trucs entre eux, mais c'est pas bon. Euh, Non, mais je sais bien, c'est pour foutre la merde, sinon c'est pas Alors, drôle. non, qu'est-ce que le risque ? Voilà. Qu'est-ce que le risque ? Ah, Qu'est-ce que le risque ? excellent. Le risque, c'est Gollum, l'interaction. Kubra, Kaya. D'accord. Salut Ouais, Gollum. d'accord. Peu importe Gulsum. Gulsum. Non, Matrice pour ceux qui sont en audio only. Et oui, on va commencer à faire des podcasts. Euh, on a un tableau qui nous présente ce que c'est que le risque. Le risque, j'aurais dû te demander avant de faire travailler un peu, mais qu'est-ce que le risque ? Le risque, c'est l'interaction entre l'impact ou la conséquence et la probabilité. D'accord. Et si tu prends ça en compte, tu commences à prendre aussi des meilleures décisions. C'est-à-dire, souvent la phrase qui est donnée, c'est qui c'est qui dit des choses comme ça ? Bon, pas mal de mecs, des navals, des gens comme ça, vont te dire prends des risques, mais par contre ne prends pas de risques qui te permettraient plus de jouer ensuite. Oui, Naval. Pour résoudre ce problème de non-ergodicité ou je sais pas quoi. Donc, certes, il faut du EV+, en moyenne, mais une autre citation de Taleb, traverse pas une rivière qui fait 1 mètre de profondeur en moyenne. Exact, ouais. Et Naval Voilà. disait, va pas en prison. Voilà, fais tout ce que tu veux, mais va pas en tôle. Exactement. Va pas en tôle ou va pas te tuer. Ce qui On nous tue pas amène à quelqu'un, on va l'exemple. pas te tuer. Oui. Voilà, Ok. on va parler de la mort juste après et des risques de mort parce que justement, comme dit Naval, va pas te tuer. Et comme en ce moment j'essaye de me tuer, je voulais vérifier si c'était une bonne idée ou pas. Donc j'ai fait un tableur, bien entendu. Donc on voit ça Moi juste aussi, après. je vais bosser tous les jours à vélo. Donc maintenant, j'ai décidé, c'est fini, je télétravaille. Je void, je Ah limite bah le risque. tu viens de multiplier par 2. Mais attends, j'aurai une surprise pour toi. Vas-y, Enfin, on cool. verra si c'est une surprise. Alors, vas-y, finissons sur le risque. Donc, le risque, c'est la conséquence versus la probabilité. Et quelque part, même si c'est très rare, mais que c'est conséquence catastrophique, il faut l'éviter plutôt autant que quelque chose qui est presque certain avec une conséquence négligeable. Tu as le tableau sous les yeux, j'espère que vous avez le tableau sous les yeux. Donc, je Si mets les vous doigts êtes- dans la prise. Ça va faire mal, c'est sûr. Mais par contre, c'est pas dramatique en termes de conséquences. Sauf si tu as un pacemaker. Ah voilà, alors par contre, j'ai un pacemaker, je mets le doigt dans la prise. C'est plus rare dans ce cas-là, mais par contre, c'est catastrophique à l'arrivée. Bah, c'est plus rare, non, si tu as un pacemaker, c'est pas plus rare. Tu as ton pacemaker de toute façon. C'est plus rare les gens qui ont un pacemaker et qui s'amusent à mettre les doigts dans la prise que les gamins de 2 Ouais, ans et mais demi. toi, en tant que personne avec un pacemaker, t'as pas une probabilité d'avoir un pacemaker. Ta probabilité d'avoir un pacemaker, elle est de 100%, tu l'as déjà. C'est clair. Oh putain, Ok. vas-y, continue, je suis mort de rire, vas-y. Donc voilà, le risque. Le risque, c'est les conséquences versus la probabilité. Donc maintenant, est-ce que tu vois mieux de quel risque on parlait tout à l'heure ? Donc, t'as mentionné un risque, de façon plus ou moins directe, qui était je risque de travaille mourir, dur, c'est je almost travaille dur, je certain. profite pas. Ouais. Alors, Ouais, je c'est ça. travaille dur, je profite pas, et je meurs. Ouais. Donc Alors. là, la conséquence, à toi de voir. S'il y a des gens qui vont te dire, bah non, on va leur travailler avant tout, je crois à la vie après la mort, donc pour moi, les conséquences sont négligeables, travailler toute sa vie, c'est pas gênant. En revanche, si t'es complètement hippie, tu vas te dire, putain, mourir sans avoir profité, quelle horreur. Donc là, déjà, tu vois, c'est une notion de valeur et de croyance, ta conséquence, ça va pas être la même.
Deuxièmement, quelle est la Je- je- probabilité de mourir je avant suis la un peu- retraite? Je suis un peu hippie. Ah, voilà, c'est verra là, les c'est chiffres là où tout à l'heure. il nous faut des chiffres. Il nous faudra des chiffres. On a des chiffres. On a des chiffres, bah oui, Pas normal. exactement celui-là, mais j'ai des chiffres qui vont bien. Euh, Ok. donc voilà, et tu croises les deux. Alors du coup, tu as ce risque-là. Est-ce que tu avais un autre risque en tête? Parce que tu m'as parlé d'autres risques, Non. mais j'ai pas compris ce Non, que c'était. non, en vrai, c'est celui-là. Je pense que j'ai la tension entre mon côté Mais non, c'est hippie pas et mon vrai. côté travaillomane. Donc pour toi, il n'y a pas de risque de se retrouver Non, en vrai, non, non. à un âge où tu ne peux plus travailler et de ne pas avoir de revenus ni de patrimoine. Non. Pour toi, c'est pas un risque. Non, c'est vraiment, c'est une gymnastique, c'est un jeu intellectuel. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. J'ai très peu de crainte sur ces sujets-là. Je suis pas. Non, mais confonds pas les craintes et le risque, c'est pas la même chose. Mais en fait, non. Quand je dis un, j'ai peu de crainte. Deux, le risque, je l'évalue. En fait, je le mesure pas. Ça m'intéresse. C'est même pas un sujet dans l'absolu. En vrai, c'est des conversations que j'ai. Mais j'aime travailler, j'aime ma vie et ça s'arrête demain matin, bah, ça s'arrête demain matin. Et si je cotise pour les autres, bah, je cotise pour les autres, tant mieux Non, pour je les parle autres. pas de celui-là, je parle de l'autre risque Non. qui est de se retrouver sans possibilité de travailler, sans revenus et sans patrimoine, à un âge un peu plus avancé. Donc dans le cas inverse, mettons que tu aies profité de la vie à fond, t'as continué à ne pas cotiser, bah là tu as le risque de ne plus pouvoir générer de revenus, de ne pas avoir de patrimoine et de ne plus avoir de possibilité de générer de revenus, donc du fait de ton âge ou d'autres. Donc ça c'est un vrai risque. Ah bon? Ah d'accord. Non, je sais pas, je me retrouve dans la rue, après, je fais la manche. Voilà. Donc tu, bah, là, tu tout m'héberges, dépend. tu Tout m'héberges dépend de si nouveau. je suis dans cette situation, si tu te souviendras de moi. Bon ben voilà, t'es plus jeune, donc potentiellement je m'en sors. J'espère que tes parts Popigico d'ici là vaudront des millions. Ça s'appelle investir dans le capital. Donc les conséquences là pour le coup sont négligeables ou mineures Mineur. si tu n'en as rien à faire de faire la manche. Donc de nouveau c'est lié au poids que tu mets toi sur la conséquence. Et quelqu'un qui a peur de rien quelque part il peut tout tenter parce qu'il s'en fiche. Mais la plupart des gens verront ça comme un risque excessif évidemment. Et si on revient dans le monde de l'entreprise, t'as pas envie de tuer ta boîte. Enfin, si tu es une start-up, t'as rien à perdre, tout à gagner. Si tu es une boîte plus établie, c'est l'inverse. Les conséquences deviennent beaucoup plus élevées. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut évaluer correctement. Alors les probabilités, déjà on est mauvais à évaluer les probabilités souvent. Genre quelle est la probabilité que d'avoir ton site pété pendant 2 jours ruine la boîte? Plutôt faible, voire nulle. Unlikely Si tu ou t'appelles rare. Amazon, c'est peut-être un peu chiant quand même. Mais quand Ça même, va pas même. planter la boîte. Mais c'est mauvais Ça va parce pas que tu as planter une la image. boîte. Amazon, tu as Ouais. une marque. Mais une start-up, elle a pas de marque. Il faut arrêter de se mentir. Oui, carrément. Tu n'existes pas, tu n'existes pour personne. Tout le monde s'en fout. Donc tu vas perdre 3 clients ce jour-là. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc c'est rare que ça va péter ta boîte, voire impossible. Et les conséquences. Mais là, tu vois, j'ai mal formulé ma probabilité parce que j'ai inclus la conséquence dedans. Donc j'ai déjà tout packagé en risque. Bref, donc ça c'est le risque. Où est-ce qu'on en était? Ok, donc on a le risque, on a compris le risque, on a les probabilités. Alors vas-y, on va parler risque maintenant. Ah non, je vais cacher ça. Comment je peux faire? Alors regarde pas, on va faire en audio de toute façon. Je ferme mes yeux. Risque. Alors, je me suis mis au parapente et tous les mecs en parapente me disent oui, c'est beaucoup plus safe que la moto. Je suis là, ouais, mon œil. Et il faut savoir que j'ai peur en voiture. Hein. Donc j'ai mis le nez dedans. Et alors comment tu calcules un risque? Souvent on fait là j'ai fait les risques de mort. Donc combien de morts par an versus combien de pratiquants par an par exemple. D'accord, ouais. Donc là on a des probabilités de décès par an. Voilà, donc j'ai pris le parapente et puis la moto pour commencer. Donc première surprise entre guillemets, le parapente est à peu près 4 fois plus dangereux que la moto et encore on compte pas le temps passé sur le véhicule. Donc on passe de 700 morts pour 4 millions de motocyclistes en France à 20 morts pour 38 000 pilotes en France. Et le gars qui est en train de vous parler, qui est tout le temps data machin, il a une difficulté parfois à prendre des décisions simples, mais c'est juste hallucinant. Mais on fait comme ça, on fait A ou on fait B? Ouais, mais si on fait B, on pourrait peut-être faire C. Ouais, attends, je check la data. Et si on faisait D? Ouais, tu veux prendre une décision? Tu fais comment? Je sais pas, on fait plouf plouf, on joue à la courte paille.
Oh Bah merde, non, t'es alors là sûr? je suis dans une phase de, Sûr. de nouveau biais pour l'action, la vitesse est importante et donc Cool. beaucoup de décisions étant réversibles n'ont pas besoin d'une étude extensive. Donc je fais beaucoup de choses maintenant un peu plus Donc tu directement. fais du parapente et des fois tu m'envoies des Voilà. vidéos, je me dis mais il est fou. Qu'est-ce qu'il Et après je me dis, bon, on va quand même vérifier, est-ce que pour le coup c'est une décision réversible ou pas et à quel point. Donc de nouveau, les Voilà, donc Philippe conséquences Larcher versus fait du parapente les tout le probabilités. week-end et le lundi c'est ouille, aïe, aïe, ouille, je me suis griffé, je me suis rayé, je me suis cogné, Il exagère. à peine. Non, non. Alors, Alors, donc, et donc, bon, j'ai dit, je vais comparer à d'autres choses que la moto quand même, parce qu'il y a bien des choses plus dangereuses que le parapente, non? Alors, vas-y, on va essayer de deviner. Alors, je vais te dire les taux. Vas-y. Parapente, donc 0,05%. Je pourrais le remettre en pour 1000, donc ça fait 0,5 pour 1000. Donc 5 pour 10 000. Bref, 0,05% de chance de mort chaque année en parapente. Pour 0,02 en moto. Maintenant, je vais te faire deviner le Covid. Ok. Oh, pardon. Oh là, j'ai tout secoué, c'est tellement ça m'a fait rire. Aucune idée. J'ai pas regardé les chiffres en fait, donc je peux pas savoir. Le Covid, C'est beaucoup. 68 000 morts en France pour 65 millions d'habitants, donc 0,1%, donc plus que le parapente. Ok. Le double, le double. Plutôt que le Alors, parapente. c'est une moyenne, c'est une moyenne. Donc, ça inclut toutes les classes d'âge, tous les types de santé, etc. Donc, c'est la moyenne de l'année 2020 en France. Alors, puisqu'on parle du Covid qui n'est qu'une grippette, maintenant, je vais te faire deviner la grippe. Laquelle? De tous les ans? Grippe Pas saisonnière l'espagnol. de 2020 Ouais. en France. Ah, ça fait un petit paquet de morts à chaque fois. Donc les chances de mourir de la grippe versus du parapente, Ou du beaucoup Covid. plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Eh ben non. Enfin, Non? de nouveau, c'est une moyenne. Ah. Alors la moyenne, c'est 0,01, donc 10 fois moins que le Covid et 5 fois moins que le parapente. Mais c'est une D'accord. moyenne. Si tu es dans la bonne classe d'âge et dans les bonnes conditions de santé, évidemment, c'est autant, voire plus. Ne faites pas de parapente quand vous avez la grippe. Aussi. Allez, j'en ai des plus marrantes. L'héroïne. Waouh! Ah ouais, mais ça dépend, il y a moins de joueurs, donc... Il y a moins de joueurs. ouais, mais alors par contre, ça doit taper fort, l'héroïne quand même. Tadam! Alors? Devine. Mais Plus je suis moins que le très, très Covid. mauvais à ce jeu-là. Ah, l'héroïne? Bah moi je dirais plus que le Covid, spontanément. Et bah c'est moins 0,08%, 79 overdoses l'année dernière pour 100 000 consommateurs réguliers. Arrêtez, ne vous vaccinez pas, défoncez-vous à l'héros. Et après, faites Maintenant. du parapente. Et si vous vous en sortez, montez une start-up. Coup Et d'état, alors, les gars. c'est là que je galère après parce que mes compétences sont quand même très Alors, médiocres en probabilité. C'est comment moi, on je croise vous tout dis- ça? Comment on Vous croise tout ça? vous n'êtes pas vacciné encore. Alors, mon conseil, faites-vous un bon shoot d'héros. Allez en moto sur un site pour faire du parapente. Lâchez-vous et voyez ce que ça donne. Et après, si ça, vous êtes encore debout, franchement, allez-y. La vie jusqu'à 125 ans pour vous. Alors, Aïe, puisqu'on aïe, parle de aïe. drogue, quelle est la drogue qui tue le plus? La cigarette. Probablement, et l'alcool. Probablement l'alcool, mais alors, L'alcool. j'ai pas l'alcool, j'ai que la cigarette ici. Mais Alors, la cigarette. le tabac, combien? Ah oui. Ouh, ah, beaucoup. Ah, le tabac, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Tabac, c'est tabou. J'ai pas les chiffres, mais tabac dur, quoi. Entre ceux qui fument et ceux qui meurent à cause de ça, le ratio, il doit être pas inintéressant. Plus que le parapente. Ouais, beaucoup. Allez, beaucoup plus. Je sais donne-moi pas, un je sais multiple par rapport au Covid. pas. Qui est de Par rapport au 0,1%. Covid, qui est de 0,1. Non, je suis trop mauvais à ce jeu-là. Vas-y, donne le chiffre. Alors je précise que pour le Covid, j'ai pas donné le taux de décès pour les gens qui l'ont attrapé, j'ai donné le taux de décès de toute la population. Hein. Ouais. Donc le tabac c'est 0,5% des fumeurs meurent chaque année. Bim. Donc c'est 73 000 morts par an pour 14 millions de fumeurs. Bim. Ah ouais. Tu vois, comme quoi. Donc Ami fumeur, le parapente posez les est bonnes plus questions. dangereux que prévu, les accidents domestiques sont beaucoup plus dangereux que la voiture c'est 0,00 quelque chose. Et Je fais toujours super attention. J'ai un escabeau chez moi et Morgane se fout de ma gueule, mais je lui dis non, les accidents domestiques. Mais c'est toi qui m'as mis ça, la petite graine dans le cerveau. Eh ben, il y a les un accidents petit bout de temps. domestiques, c'est, devine, Ah, je sais pas. par rapport à la moto. 4 fois plus.
Allez, Eh ben on peut non, te donner un chiffre. la moto c'est 0,02, les accidents domestiques c'est 0,03, 16 500 morts par an en France. Tu te rends compte? Mais je le dis, donc je fais toujours attention quand je monte sur un escabeau, quand je descends, quand je fais des trucs Bah à la ouais, faut faire maison, je me attention. dis fais gaffe. Eh ben, parce que ça change ta probabilité, donc tu sais que l'outcome, pour le coup, le résultat peut être catastrophique, donc autant baisser la probabilité. Même s'il y a peu de chances que ça arrive, autant en étant safe, tu baisses les probabilités. Donc tout le jeu c'est d'être plus safe que la moyenne, mais tout le monde pense être plus safe que la moyenne. Mais oui, mais on n'a aucune idée en fait de ce qu'on fait. Bah il faut faire gaffe. Et donc pour avoir une idée de ce qu'on fait, il faut développer la compétence. Oui. Suicide. 12 900 morts par an, 0,02%, soit un peu moins que les accidents domestiques. Mhm. Et alors bon, là, on a à peu près fait le tour des trucs marrants. Et c'est là que... Ah si, alors après le tabac, il y a le cancer en général. 0,24%. D'accord. 157 400 morts par an sur 65 millions. C'est une moyenne. Et comme j'en avais marre des moyennes, j'ai dit, bon, on va aller voir des données un peu segmentées. Donc après, j'ai dit... Alors non, avant ça, j'ai dit, quel est le risque de mourir tout court? Parce que je dis, tout ça, c'est bien Ah. beau, mais c'est quoi la baseline, tu vois? La vie elle-même, quel risque? Ah, ça me rappelle une vieille conversation. Ça me rappelle ce sujet, on l'a déjà eu mais en fait, risque de mourir. Mais alors, le risque de mourir, ça veut dire quoi? Parce que c'est 100% en fait. Tu te poses pas- Alors le toi, risque tu de n'as pas mourir, suivi, c'est 100% au bout d'un certain nombre de tirages, mais par an. Ah, par an. Pardon. Tous les chiffres que j'ai donnés là sont par an. Combien il y a de Français qui meurent chaque année? C'est ça l'idée? Ouais, sur 67 millions. Sur 60, je sais pas, 600 000? Ouais, c'est ça, bravo. 1,5 million, 540 000. Un demi-million? Donc ça fait du 0,8% par an. Et bon, là j'en ai eu marre des données non segmentées. Donc 0,8%, conclusion, c'est 15 fois plus que le parapente à peu près. Mais je me suis dit, bon, à mon âge quand même, ça doit être un peu moins. Alors j'ai été voir les données segmentées. Et c'est là que je commence à partager mon écran pour ceux qui sont sur YouTube. Allez, on y va, bim. Et Oh c'est là mon qu'on rejoint un autre Dieu. sujet de la crise de la cinquantaine. Alors, la crise de la cinquantaine. T'as 50 Pour- ans. Allez. Pourquoi on a une midlife crisis? Parce que, ça fait un bon moment qu'on vit, on se dit qu'il en reste de moins en moins, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'on avait envie de faire, et donc on s'achète une voiture rouge si on a les moyens, un parapente si on est un peu con. Et Ou un vélo Donc- rouge si on est entre les deux. j'ai fait un truc exactement, si on est pauvre et con. Alors- Mais non, c'est un vélo hors de prix en plus, toujours moins cher que la voiture. C'était pour moi. Donc, un homme entre 35 et 39 ans, c'est un peu sexy, j'ai mis les chiffres pour les hommes parce qu'à la base c'était juste pour moi ce petit tableau. Et puis pour tous les mecs qui me disent c'est pas dangereux. Il y a pas mal de filles dans le parapente ici. Donc 35 à 39 ans, un homme de 35 à 39 ans, combien il a de chance? Alors là j'ai pas les chiffres, j'ai pas les valeurs absolues, j'ai juste pris les pourcentages sur Wikipédia. 0,12%. C'est toujours le double du parapente, un peu moins. Si, c'est le double, 0,5, donc 0,12, c'est plus du double. C'est le double. Donc voilà. Alors maintenant la question que je me pose c'est est-ce qu'il y a une façon de combiner ces deux probas? C'est-à-dire que si je fais du parapente et que j'ai entre 35 et 39 ans, est-ce que ma probabilité est au-dessus de 0,12 du coup? Ou est-ce qu'en fait le parapente a un impact marginal sur mon espérance de vie a fortiori si je suis un pilote prudent? Bon, passons aux hommes de 50 ans à 54. Allez. Voilà pour ce qui te C'est concerne. quoi ton Et ben là 20 on ans, arrive 30 ans après? Alors, moi 0,45. Mes chances de mourir 0,45. cette année sont de 0,45. exactement. D'accord. Évidemment, un peu moins si tu fumes pas. Bah, je fume Écoute, plus. c'est Depuis toi un qui petit le bout dis, de temps. Je mange à peu près correctement. J'ai une IMC 0,45. plutôt correcte. Je fais un peu de sport. 0,45. Ok, d'accord. Allez, on va Donc là, enchaîner parce que les probas c'est génial. Donc maintenant, on va pas faire qu'un seul tirage parce qu'on compte pas vivre qu'une seule année. Donc maintenant, si tu fais ça pendant 20 ans, alors avoir 50 à 54 ans pendant 20 ans, c'est un peu compliqué, mais c'est pour l'exercice. Donc tu multiplies 0,45 par ton nombre de tirages, soit 20, pim, et tu pim, te pim. retrouves avec 9% de chances de mourir dans les 20 ans qui suivent. Bah, ça dit quand même que Euh, plus tu vieillis, plus tu as de pourcentage de chances de mourir, c'est ça? Alors c'est pas la même chose, mais parce que C'est là pas on la a la même chose. segmentation d'un côté Ouais. et le nombre de tirages de l'autre. Et attends, tu vas voir, il y a encore un truc après, les probas c'est incroyable. Donc revenons sur plutôt des activités à risque. Donc mettons parapente, 0,5% x 20 ans ou 30 ans, ça fait 1 à 2%. Ouais, d'accord. Et en général, si tu as fait du parapente pendant 20 à 30%, à peu près 1% des gens que tu connais sont morts. Donc ça se tient avec l'expérience quotidienne.
Et puis en moto, du coup, ça veut dire que sur 30 ans, tu as 1% de chance. Donc théoriquement, si tu as fait de la moto pendant 30 ans et que tu connais 200 motards, tu connais 2 motards qui se sont tués en moto. D'accord. Si vous êtes motard, mettez-nous en commentaire combien de motards vous connaissez, combien sont morts. Si vous êtes au-dessus de ce pourcentage, c'est que vous conduisez comme des tarés. Alors, si tu voulais comme client la Michel Nonobstant Desmotards, une taille d'échantillon suffisante. Quoique, si c'est pour Oui, de la bah, data. le dernier client motard que j'ai eu m'a toujours pas payé. Si tu nous regardes, trouve une banque, j'en ai marre de faire la banque. Donc, ah oui, un dernier. Alors le plus marrant, j'ai pris la vie en moyenne et j'ai fait... c'est quoi l'espérance de vie en France? 60. Alors, pour les hommes, je sais plus. 72. Attends, là, on va voir que je suis un pas mec 80? optimiste. C'est Non, pas, pour quand les même. femmes. Ouais, Espérance non, de la vie. moyenne est au-dessus de 80, je pense. Donc la moyenne homme-femme, donc les hommes ne doivent pas être loin de 80. Hein. À ce point-là. Mais bon, je vais faire x 80. Donc C'est long. 0,8 x 80. C'est long de chez long. Et ben là, on s'attendrait à trouver 100%. Espérance Mais non, de on vie a des que hommes à la 64. naissance, on est- Alors Ah ouais, t'as raison, 79 ans. Allez. 64 en moyenne. Ben non, mais là, ça n'a plus aucun sens. Parce que là, j'ai fait 80, donc l'espérance de vie. Ah si, ça a encore du sens, pardon. Oui, alors c'est quoi? Tu sais ce que c'est l'espérance de vie? Bah là, ils mettent grosso modo, alors ça dépend un peu des quartiers, mais allez, entre 76 non. Non, 79 pas les chiffres, ans. pas les chiffres. Le concept. Regarde pas ton téléphone. Ah, l'espérance de vie, c'est la Qu'est-ce que ça probabilité représente? que tu atteignes un certain âge de vie. Non, je sais pas trop en fait, tu vois. Espérance de vie, c'est l'espérance que tu as de vivre jusqu'à. Bah là, en l'occurrence, si la moyenne dans ton pays c'est 79 ans, tu peux dire, bon, j'ai l'espérance de vivre jusqu'à 79 ans. Mais ça veut rien dire. Bah ouais, ça veut rien dire, espérance de On vie. est d'accord que ça veut rien dire. Non, mais j'ai l'espérance de vivre à 70 ans, c'est pas une probabilité. Une probabilité, c'est un nombre de chances qu'un truc arrive. Bah là, il y a toutes les chances pour que je vive jusqu'à 79 ans parce que je suis français. Toutes les chances. 100% donc. 100% de chances que je vive jusqu'à 79 ans. Est-ce que c'est Donc ça personne l'espérance mort de avant vie? 79 ans. Ben, je sais pas. Alors, c'est quoi? Voilà. C'est la moyenne des Français mâles meurent à 79 ans. Tu sais, je suis pas bon en proba, en stats, Ouais. en maths, en général. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est l'espérance de Ben vie. ouais, Et je pense j'imagine. qu'on a, à l'arrière de notre tête, on a l'impression que, comme le quota retraite et ce genre de trucs, comme en France tout est un petit peu étatisé, on se dit la mort est étatisée aussi. Donc espérance de vie, bah, j'ai le droit à 80 ans. Et puis c'est pour ça qu'on cotise. On se dit c'est bon, j'ai le droit à mes 80 ans, je peux faire mes calculs. Mais l'espérance de vie, c'est pas un quota. Espérance de vie, ça veut dire que 50% des gens survivent jusqu'à cet âge-là. Ah, donc j'étais pas trop mauvais dans ma moyenne en fait. Donc il y a 50% des mâles français qui vivent en moyenne jusqu'à 79,5 ans. 80, donc tu disais. Corollaire. Après, il faut être du bon côté de la pièce, quoi. Si Voilà, c'est 50, corollaire, 50, ça veut dire que 50% de la population est déjà morte arrivé à 79 ans. déjà morte à 60. Oui, Et on est ensuite, bien la d'accord. question, c'est à quoi ressemble la courbe et à quel âge ils meurent tous ces gens? Bah, un peu à tous les âges, mais évidemment, il y a plus de gens qui meurent à 60 que de gens qui meurent à 5. Et c'est pour ça que quand tu arrives à 30 ans déjà, et puis à 50 ans, tu vois, si tu as 50 ans, tu vois les gens autour de toi, si tu as 30 ans, tu vois la génération de tes parents, et tu vois de plus en plus de gens qui meurent. Et ça n'arrête pas, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Tu te dis, Grave. putain, on m'avait dit que c'était 80 ans, et qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens qui meurent entre 30 et 60 là. Bah oui, mais il faut bien en perdre la moitié avant l'espérance de vie. Donc là, tu regardes le truc de l'espérance de vie et tu dis oh Gérard, je vais peut-être me mettre au probaïostat parce que ça n'a pas l'air très clair leurs chiffres, là, ce qu'ils me racontent à la télé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, là, je fais mon espérance de vie. La vie en moyenne en France, je fais 80 ans fois 0,8% chaque année et je me retrouve avec 64%. Alors déjà, je devrais avoir 50, vu la définition que je viens de donner. Bon, alors je sais pas pourquoi, ça fait pas 60. Bah, parce que la courbe est pas linéaire, j'imagine. T'as plus de chances de mourir après qu'avant. Puisqu'après, il te reste plus que 20 ans, parce que la plupart des gens vont pas au-delà de 100 ans, donc il te reste plus que 20 ans pour détruire l'autre moitié, alors que t'as eu quand même 80 ans pour défoncer la première moitié. Tu vois, t'as 80 ans, la première moitié meurt, les 20 ans suivants, quasiment tout le reste meurt. Donc c'est pas le même rythme, quand même. Mais bon, c'est pas du jour au lendemain, tu vois, c'est un peu continu. Du coup, après, j'ai dit, bon, je vais faire x100. Ah merde, 80%. Il n'y a pas 20% des gens qui vivent plus de 100 ans, quand même. Alors après, je me dis, je vais faire 120 parce que personne ne vit plus de 120 ans.
Et je suis à 96. Alors c'est pas mal, c'est réaliste. Mais il en reste. Ils sont où les 4% restants? On les connaît pas. Et c'est là que tu dis, il y a un truc qui marche pas dans les probabilités. Et donc c'est là que j'ai réalisé, bah, il y a des choses qui sont probabilistes, mais il y a des choses qui sont déterministes. Et ne pas vivre plus de 120 ans, voire même plus de 110 pour presque tout le monde, c'est pas probabiliste, c'est déterministe. T'es plus dans les tirages après, c'est juste... ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est techniquement pas faisable. Donc je me suis bien marré, puis je crois que j'ai fini avec ce tableau. Hein. T'as des questions? Bah, en fait, est-ce que, quelque part, tu as presque envie de dire, est-ce qu'on peut l'appliquer à une entreprise Oui, mais en même temps, si tu reprends antifragile, on te dit plus ça dure, plus ça a de chances de durer. Voilà, l'Indie Effect. L'Indie Effect, donc, ce qui ne fonctionne pas pour les humains, mais fonctionne bien pour les organisations et des objets ou d'autres choses. Donc, ça marche pour les pilotes. Un bon pilote est un pilote vivant. Un bon pilote est un pilote Un bon pilote, vivant. un vieux pilote, pardon. Et tu te dis que, mais en même temps, tu vois la différence entre une start-up et une PME ou autre qui a 70, 80, 90. Tu sais, il y a des boîtes qui sont là depuis 80, 90 ans. Et quand tu leur dis, bah, prenez des risques ou autres, ils te disent, ouais, attends, 2 secondes. Parce que je me dis que ça a fait le même effet. Parce que tu diriges une entreprise. Mais cette question, parce qu'elle est pas, on n'est pas parti loin pour rien. C'est-à-dire que tu as un dirigeant qui a 30 ans, il va prendre des risques, il va dire ouais, je vais me refaire. Tu as un dirigeant qui a 50 ans, il va prendre des risques, il va dire ouais, par contre, une chance sur deux, ça commence à être. Tu commences à balancer. Tu as un dirigeant qui a 70 ans, il dit putain, sa mère, là, si je prends ce risque-là. Si ma décision est mauvaise, waouh, pour rattraper le coup, j'ai moins de temps disponible pour rattraper le coup. La conséquence est plus forte. La probabilité est la même, la conséquence est différente parce que ton contexte est différent. Okay. Et encore un autre contexte, où ça m'a donné l'exemple d'un entrepreneur qui a 70 ans ou 72 ou plus même. Il est entrepreneur. Et il dit, mais il s'est associé avec un jeune, ça peut pas marcher. Le jeune, il a moins de 30 ans. Pourquoi? Quand tu as 72 ans, c'est l'inverse. En tant qu'entrepreneur, tu es pressé. Parce que toi, ton risque, c'est plus de pas te refaire, c'est de mourir avant de voir ton truc. C'est vrai. T'as pas 40 ans devant toi quand t'as 70 ans. Ouais. Comme on vient de le voir. Ouais. En tout cas, pas 40 ans avec la pêche. Ouais. Donc ton contexte change de nouveau. Oui, t'as raison. Oui. Je peux pas. Alors quand t'as 20 ans, tu dis oui, je vais faire 10 ans de consulting, je vais mettre de l'argent de côté. Ouais. Mais t'as changé ton contexte en faisant ça. Nom de Dieu, l'âge du capitaine. Attention, n'oubliez pas. Mais oui, parce que je le vois, je le sens dans mes prises de décision. J'allais dire, je le sens malgré moi. C'est-à-dire que à la fois, j'ai quelque chose en moi qui dit je m'en fous vraiment. Et puis il y a une tension avec alors si je m'en fous, pourquoi il y a une partie de moi qui quand même ne fonctionne plus ou ne cogite plus comme avant? Qu'est-ce qui change? L'horloge biologique, Joséito. Et tu te dis, bah ouais, j'ai 50 balais, que je le veuille ou non, mon mode de pensée dit, j'ai 50 ans, alors même si je me prête à l'exercice de dire, je vais mourir le 15 juillet 2071, parce que pourquoi pas? Je peux très bien dire, je vais mourir le 15 juillet 2071 pour pile poil pour mes 100 ans. Et si tu dis, bah ok, très bien, mais il me reste que 50. En attendant, d'un seul coup, t'as 20 ans, tu sais pas combien, t'as 50 ans, tu sais toujours pas combien, mais tu peux te projeter en disant, ok, il me reste 50, ça y est, je les ai, c'est sûr, j'ai une date. Ça change rien. Ça change rien que tu dis, waouh, faut que je me dépêche, ça va de plus en plus vite en fait. Il y a cette sensation que tu évoques de ça va de plus en plus vite. Et biologiquement, le cerveau avec l'âge va moins vite, ta vitesse d'horloge diminue et donc le temps paraît effectivement se compresser. Je sais pas si à 50 ans tu le sens déjà, mais en tout cas, tous les gens qui vieillissent te disent bah, ça passe plus vite. Et de fait, quand tu étais gamin, ça passait à une vitesse insupportablement lente. Et en plus, on était à l'école, je te dis pas. Bon, il y a une heuristique sympa qui dit... Il y en a qui sont au travail. Qui dit apprends comme si tu devais vivre toujours et vis comme si tu devais mourir demain. Ouais. Mais oui, mais en fait le jeu, il est là. Il est vraiment là. C'est-à-dire que... Enjoy the process, deserve the results. Tu sais, quand j'ai balancé mon poste pour rire, parce que c'était un matin, j'attendais le tram et je voyais cette ligne, la patienter ici, ça m'a fait rire, mais je me dis, alors, j'ai 50 balais, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de chercher une mission longue,
Le e-commerce, ça m'excite comme un malade. Je fais des trucs fun. Je suis en train de lancer un e-commerce B2B. Je suis excité comme une puce. Mais pour autant, j'ai ça d'un côté, et puis j'ai de l'autre côté en disant, ouais, il y a une réalité. Alors, il y a une notion de retraite. Tu te dis, ok, 10 ans, je fais comment? En plus, en interne, j'ai des questionnements super rigolos. Je vis avec quelqu'un qui a 10 ans de moins, des v'là le gag. Donc toi, tu dis, alors attends, moi je vise la retraite, mais alors elle, quand elle aura 64 ans, moi j'en aurai 74. Oh putain, mais là je serais mort, quoi. Merde, ça sert à rien, on va se décaler, comment on fait le calcul. Et quand tu es entrepreneur et que tu es à la tête, c'est pour ça que souvent on dit start-up PME, une des différences, un des jeux, c'est quand tu es à la tête d'une PME qui a déjà plusieurs années, tu peux pas prendre des décisions comme un start-upper. C'est pas possible en fait. C'est super. Même tu devrais pas en fait. En fait, ouais. Faut que les mecs qui gèrent les centrales nucléaires ou l'armée arrêtent d'essayer de vouloir faire les startups. Enfin, ils veulent se mettre à la page en mode agile et tout. Ils disent non, vous n'êtes pas là pour ça. C'est pas votre partie. Et je le réalise là, c'est-à-dire que dans une phase, si tu veux, les dernières années où j'ai essayé d'être un peu plus dans le biais d'action et un peu moins dans la planification et l'organisation et l'évaluation préalable, comme on disait tout à l'heure, dans cette même phase là, je me mets sur une activité où c'est l'exact inverse. T'as pas de deuxième chance. Donc c'est assez marrant d'avoir cette tension au même moment et de commencer à se dire ok, comment tu remets tout ça dans un continuum et comment tu adaptes ton comportement à la situation, ce qu'on fait de façon intuitive. Parfois on le fait très bien, parfois on le fait très mal, avec l'exemple de Taleb et de sa roulette russe. Et donc tout le degré, c'est d'être conscient, de comprendre cette matrice, qu'est-ce que c'est qu'un risque, quelles sont les conséquences. Et donc là, il faut regarder le baril en face. Si la conséquence c'est une balle, c'est une balle. Quelle est la probabilité? Si c'est 1 sur 6, c'est 1 sur 6. Et voilà, il faut bien intégrer ça, et ça demande d'avoir le courage de regarder en face. Et au passage, j'ai été assez surpris de la culture dans ce monde que je découvre, dans l'univers du vol à voile, où la notion de risque est assez peu traitée, et on ferme beaucoup les yeux en fait. Donc le risque est généralement géré par le déni. Oh la moto c'est plus dangereux, c'est pas dangereux, si tu respectes les règles c'est pas dangereux. Non, c'est pas vrai, il y a des gens il y a des gens qui font tout comme il faut. Alors si, justement, la peur évite le danger. Parce que si tu as peur, tu commences à regarder quel est le vrai risque. Alors, la peur évite le danger si tu convertis ta peur en étude. Mais si tu la convertis en déni, non, ça marche pas. Mais quand je faisais de la photo de motards sur des circuits, c'était bien, la peur n'évite pas le danger. Donc qu'est-ce qu'on disait? Débranche le cerveau, mets le casque. Et les gars, ils y allaient en mode, je débranche le cerveau, je mets le casque. Et si tu arrives avec tes chiffres et tout, ça veut rien dire. Il y a cette espèce d'adrénaline, il y a cette espèce de volonté. Dans l'action, c'est différent. Et moi, en tant que photographe, je me disais, mais gars, là tu penches que c'est pas le genou qui touche, c'est le casque qui est en train de toucher la piste. Et t'es à plus de 100 à l'heure, t'es comme ça sur ta moto à 200. Plus de 100 à l'heure, et ton kiff, c'est de dire, est-ce que je peux faire toucher le casque? Tu dis, mais c'est un no-brainer. Et les gars, ils te disent, bah ouais. Et tu peux pas faire ce genre d'activité-là tout en y allant avec tes stats. Parce que il n'y a que toi pour faire ça, en fait. Il n'y a que toi pour dire... Bah non, alors c'est pas vrai. Tout le transport aérien aujourd'hui est basé sur cette activité d'analyse et de mitigation du risque. Et donc... tout ça s'étage, et il faut pas croire qu'il n'y a pas de compatibilité. Il y a des compatibilités, il y a des intersections, et tu es tout à fait capable. En fait, c'est le genre de décision que tu prends pas dans l'action, parce que tu prendras jamais une bonne décision dans l'action. Donc si tu comprends la logique de la prise de décision, il faut être capable de la prendre en amont, un peu comme pour l'aspect financier, et ensuite il faut être capable de respecter tes heuristiques dans l'action. Je crois que c'est ce que... En plus, c'est marrant parce que tu parles de ça. Je me souviens quand on a eu cette discussion, tu m'as dit, ouais, je fais du vol à voile. Et je t'avais dit, mon frère, lui, il a regardé des mecs faire ça. Il s'est dit, oh, c'est rigolo. Il allait sur Internet, il a acheté une voile. Il s'est jeté du plus haut qu'il pouvait d'une colline. Et puis, comme ça, tranquille, ça le faisait plutôt pas mal. Il était mort de rire. Et puis, un jour, il a discuté avec quelqu'un qui lui a dit, ouais, bah, tu sais, il y a une meuf, il y a pas longtemps, elle est championne de je sais pas quoi. Elle a fait comme toi, sauf qu'elle a pas atterri. Pardon? Il dit non, le problème c'est pas d'atterrir. Enfin, le problème c'est pas de voler ni rien, c'est d'atterrir. Et la meuf, d'après ce que j'ai compris, elle a pris de la hauteur. Elle est morte congelée à je sais pas. Elle s'est fait aspirer dans un nuage. Alors elle est pas morte celle-là, mais il y en a qui sont morts. Et tu dis waouh. Et c'est vrai qu'après coup, mon frère s'est dit
Ah mais en fait c'est dangereux ce truc. Et tout est mauvais là, tu vois, toutes les décisions sont mauvaises, et même la décision de prendre peur est encore mauvaise, parce que en termes de risque, de probabilité, en termes de conséquences, c'est du 5, mais la plupart des accidents dont les conséquences sont à 5 sont pas celui-là. C'est tout un tas d'autres accidents dont il a peut-être toujours pas conscience, j'en sais rien, alors il a dû Non, mais prendre il a des cours arrêté d'en depuis, faire. et Mais où ça il a m'a fait, arrêté. cette conversation, en fait, en attendant, quand tu fais du e-commerce, quand tu pilotes un projet, quand on te demande de prendre des décisions, finalement, parce que c'est ce que tu dis, nos clients nous demandent de prendre des décisions. Et en vrai, quand tu es dirigeant, que tu prends des décisions tout le temps, c'est super confortable quand tu as quelqu'un qui peut t'aider à prendre une décision, voire même prendre une décision à ta place. Et moi, en tout cas, sur les 2 dernières années, toutes ces conversations qu'on a eues, et les lectures que j'ai pu avoir, effectivement, m'ont permis en tout cas d'être lucide sur je ne sais pas ce qu'est le risque, je ne sais pas forcément, donc à moi de chercher. Deux, je ne sais pas du tout le mesurer, le calculer, etc., etc. Et conscient de ça, je garde mon côté très naturel de dire, bah viens, on y va, on verra, parce que instinctivement, j'évalue la situation et ça fait des années que tous ceux qui me connaissent disent mais moi tu sais je suis pas pompier, je suis pas urgentiste, hein, donc il n'y a pas d'urgence dans ma vie et ce que je fais est sans risque. Je sais bien que je fais du business, donc je me dis toujours est-ce que je tue des gens? Non. Bon, bah, à partir du moment où je tue pas des gens, je peux faire à peu près tout ce que je veux. Non mais c'est mon calcul à moi, c'est ma marque en fait. Est-ce que j'impacte? Est-ce que mes décisions ont un impact concret sur la vie de certains humains au point de les mettre en danger? Bon, bah si c'est non. Après, si tu ruines des gens, c'est pas bien non plus, hein, mais c'est une gymnastique. Donc je pense que si t'as ce tableau, les conséquences, et Ouais, donc une cool. vision claire des conséquences, et c'est-à-dire de se dire, bah oui, si j'ai une fermeture dans tel contexte et que j'ai pas de parachute de secours, ou que j'en ai un mais que je me suis pas entraîné de telle façon, la conséquence c'est la mort ou la fauteuil roulant. Ok, donc il faut regarder en face les conséquences. Pareil pour la roulette russe, une balle dans la tête, c'est probablement la mort ou le légume. Ensuite, les probabilités, bah pareil, on a fait tout à l'heure, on s'est amusé à regarder bah, le cancer, la grippe et le Covid. Et d'ailleurs, le Covid a été une phase hyper intéressante où les gens ont dû se remettre face à des décisions Ouais, de vie ou de ouais, mort. Est-ce que je ouais. me fais vacciner ou pas? Est-ce que je participe ou pas? Est-ce que je sors ou pas? Et on a perdu complètement l'habitude de faire face au danger, en fait. Et donc même Mhm. là, c'est un danger qui est plutôt faible en probabilité, mais on a du mal à évaluer, on a du mal à prendre la décision, et donc on se base sur du pur émotionnel. Je crois qu'il y a un bouquin qui sort là avec Kahneman et Sibony, ça va être marrant. Donc c'était vraiment une phase intéressante. On n'a plus de guerre, on n'a plus d'épidémies, on n'a plus de choses comme ça, de catastrophes naturelles prédictibles, on va dire, récurrentes. Et donc on a plus d'habitude. Non, c'est anesthésié, ouais, clairement. Et c'est intéressant. Et ça se voit dans les prises de décision, dans les entreprises, chez nos clients. Euh, euh, Si t'es pas avec des startups où c'est le jeu permanent, Ouais. tu dis waouh, c'est compliqué Enfin, ce qui moi me fascine, hein, c'est la capacité à soit pas prendre En fait, c'est pas de prendre des bonnes ou des mauvaises décisions, parce que je sais plus qui disait Félicie Dragon là, qui est une peste super excellente là sur LinkedIn, qui dit mais en fait les gens se disent pas tiens je vais prendre une mauvaise décision aujourd'hui. Personne se dit ah bah Mais non. super. C'était un coach qui dit ouais vous prenez des mauvaises décisions machin. Elle l'a coupé en deux en disant mais personne se lève le matin en disant aujourd'hui je vais prendre une mauvaise décision. On est tous convaincus de prendre des bonnes Ouais. décisions. Par, Et par- quand tu sais pas, par contre, surtout le risque est de ne pas en prendre. voilà, et après, par contre, on se pose pas la question de quel biais j'ai besoin dans mon contexte, parce que tu as besoin de simplifier ta prise de décision avec Mm, des biais. Donc là, mm, Amazon te dit, bah nous on veut un biais mm. d'action parce que la plupart des décisions sont réversibles. Et par ailleurs, ils vont te dire comment évaluer un risque de façon acceptable pour la phase où ils sont et pour ton business, etc. Enfin, ton activité dans l'entreprise. Euh, donc on n'a pas ce muscle et se dire, ok, quel biais je dois m'auto-donner. Est-ce que je suis capable d'avoir une bonne façon d'évaluer rapidement ou pas les conséquences et d'une façon comment dire, efficace ou pas les probabilités. Et enfin, est-ce que quand je croise les probabilités et les conséquences, j'ai une bonne évaluation du risque que ça représente, tu vois. Euh, Est-ce qu'un truc catastrophique est très rare, je le mets au bon niveau de risque? Je suis pas sûr. Et tu me disais tout à l'heure, il y a que toi qui fais des spreadsheets. Bah non, c'est pas le cas. Tu vas sur toutes les fédérations de vol libre, tu as tous les décès des 5 dernières années dans des spreadsheets. Tu as des D'accord. résumés, ils t'expliquent les phases de vol en jeu, etc. Et le mode de transport, et pas que de transport, l'activité aujourd'hui la plus sûre du monde, c'est le transport aérien. Et il s'agit quand même de Mm. centaines de tonnes qui volent à 800 km/h et qui peuvent éventuellement être utilisées pour éclater
de superbes gratte-ciel en centre-ville, comme on a pu le voir il y a une vingtaine d'années, ou larguer des bombes sur les gens qui ont peut-être été de près ou de loin connectés aux gens qui avaient hijacké les avions. Donc c'est l'activité aujourd'hui la plus safe. Et pourquoi ? Parce qu'à chaque accident, on analyse en détail, on fait des rapports d'enquête, ça prend 2 ans de tout analyser, on ramasse toutes les pièces, on les teste, on les vérifie, on simule, et à chaque fois, on crée des systèmes. Alors un dernier principe Amazon, on ne croit pas aux bonnes intentions, on croit au système, et c'est le cas dans l'aviation. Donc il y a vraiment ce continuum et cette tension entre on verrouille, on met en place des systèmes, on rajoute des checklists, parfois de la bureaucratie, mais ça évite le risque. Et puis de l'autre côté, on a un biais d'action, on y va quoi qu'il arrive parce que c'est réversible. Et donc tout ça passe par une seule chose, à quel point c'est réversible, donc quelles sont les conséquences, quelle est la probabilité, et est-ce que j'arrive clairement à comprendre le rapport entre cette probabilité et ses conséquences. Je suis en train de lire en ce moment de Sibony. Alors, je ne sais pas si c'est Crack It ou Cracked It. Où justement il parle de prise de décision et de biais, donc c'est Cracked It, et c'est donc 3 auteurs, Bernard Garrett, Corey Phelps et Sibony. Ils prennent des cas, des case studies, ils les dissèquent et ils ont une matrice comme ça, ils t'aident à prendre une matrice de décision, et en fait, matrice de décision, c'est surtout on va mettre un template de matrice de décision. Ouais, je le connais. Je commence à lire le bouquin, donc il y a un truc qui s'appelle 4S, donc je pense que c'est la matrice qu'ils vont présenter après. Nous, on a une matrice de décision qu'on utilise pour diverses activités, des choix créatifs, des choses comme ça. Donc je vais la mettre en commentaire pour ceux que ça intéresse. Elle est toute bête, hein, c'est un truc qu'on apprend à l'école. Mais, le tableau est joli. Il y a des gens qui vont pas à l'école ou pas à certaines écoles, donc c'est toujours intéressant. J'ai découvert. C'est utile au quotidien et personne l'utilise en entreprise. Je dis personne. Dans notre univers de TPE, PME, start-up, où les choses sont peut-être un peu plus vagues que dans des Amazon ou des Google ou des boîtes vraiment, disons, à la pointe, ou même des grands comptes en France qui sont évidemment beaucoup plus structurés. Salut Google, comment tu vas ma chérie? Et toi? Bref, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer et qui voudraient peut-être injecter un tout petit peu de structure et de logique dans leur prise de décision, nous allons mettre une matrice en dessous. Mettez une matrice, et moi pendant ce temps-là je kiffe. C'est pourquoi j'aime le e-commerce, parce que là j'ai coupé le son, mais j'aime ce petit bruit quand ça fait ting, qu'il y a une commande qui arrive. Ting, ting, c'est une espèce de dopamine pour moi, ces petits ping. Je suis certain que le sound designer qui a fait le ting a fait en sorte que la dopamine libérée c'est soit le bruit maximisée. du tiroir caisse, man, chez Shopify. Le ping, c'est pas n'importe quel ping, c'est exactement le bruit d'un bon vieux tiroir caisse qui, quand ça s'ouvre, ting, allez, j'en mets dedans. J'ai trouvé ça excellentissime, une fois encore. Et là, je regarde la gueule de mes SKU et je me dis, oh merde. Bon, allez, c'est pas tout ça, parce que là maintenant, il faut que j'aille réfléchir à ma retraite, à mes 10 prochaines années et à ma prochaine mission d'e-commerçant. Je vais aller refaire mon profil LinkedIn, tiens, en passant. Plus de systèmes, moins de bonnes intentions. Plus de systèmes, ouais, je l'ai vu ta phrase, ça a tourné. Plus de systèmes et moins de bonnes intentions. Voilà, donc, et regardez le barillet en face. Et regardez, et abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'on va parler de barillet en face dans les prochains temps, ça va être sympa. On va vous la mettre dans la face. Aussi. Commentez si vous voulez une version podcast aussi, la full audio sur les... Ouais. Et dites-nous quel outil vous utilisez pour écouter vos podcasts. Ah oui, parce que merci Benoît, on a pris en considération... l'histoire des podcasts. Je sais plus qui avait commenté aussi une fois pour demander, donc on va le faire. Ouais, on va s'y mettre. Bon, bah à la semaine prochaine, Philippe. À la semaine prochaine, si tu es encore bien, vivant. bon vol.